Donc, il s'agit d'un témoignage. Donc, ce n'est pas comme l'intervention que j'ai faite ce matin, qui s'appuie à la fois sur ma participation en back-office aux négociations entre les Gilets citoyens et l'Élysée au printemps 2019, qui me permet d'avoir une vision, ce sera mon premier point, sur la négociation politique, notamment pour ce qui concerne la composition du comité de gouvernance, différentes expériences de conférences citoyennes, débat public de la Commission nationale du débat public et des controverses qu'il y a eu autour de ces dispositifs, notamment en matière de gouvernance de ces dispositifs. Et donc, ça me conduira à une remarque sur la négociation politique, sur le rôle du comité de gouvernance, son périmètre, et puis un investissement donc, dans le comité de gouvernance, où je me suis investi en tant que méthodologue, comme disaient mes collègues belges qui ont organisé le G1000 et le G400 en Belgique. Ils ont fait un papier qui s'intitule « Les méthodologues de la participation ». Donc c'est un peu comme ça que je me suis positionné dans le comité de gouvernance, avec un positionnement que j'ai repris d'un terme américain, délibérativiste radical, c'est-à-dire en faveur d'une assemblée citoyenne souveraine pouvant pousser la délibération le plus loin possible. Ce qui n'est pas forcément le positionnement que je prends comme chercheur, mais là, j'ai trouvé que dans le comité de gouvernance, c'était la position que je pouvais occuper. Et donc, j'illustrerai ça autour de 3 épreuves du début du travail du comité de gouvernance dans l'été 2019. 3 épreuves qui sont assez structurantes, je pense, pour qualifier politiquement l'exercice de la Convention citoyenne avant son démarrage. Donc, la question de la souveraineté de la Convention citoyenne, des citoyens de la Convention, la place des controverses dans la manière d'aborder la tâche confiée à la Convention et la forme du rapport à rendre à l'exécutif. Donc c'est un témoignage, donc je vais parler à la première personne, et avec en ayant vu que si on veut pérenniser et institutionnaliser les assemblées citoyennes, il est nécessaire d'aborder les enjeux de pouvoir qui sont soulevés par l'organisation des exercices démocratiques, alors que l'essentiel de la littérature produit plutôt des recommandations méthodologiques sur la délibération, mais aborde assez peu finalement les enjeux de pouvoir liés à ces dispositifs. Alors, sur la composition du comité de gouvernance, donc premier point, le fait que ça résulte d'une négociation politique, je pense que ça ne surprendra personne. Je peux en dire 2 mots. Que la première chose, c'est que pour les responsables politiques, de manière assez générale par rapport au dispositif de participation, et notamment l'exemple du grand débat le montrait bien, ces dispositifs sont, le premier enjeu de ces dispositifs, c'est de savoir qui les pilote, et que ça fait toujours l'objet d'âpres négociations. On a en France une expérience assez longue et une expérience qui est assez différente de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Je pense que ça tient en particulier à des traditions d'exécutifs assez différentes entre la France et les pays anglo-saxons. On peut insister pour comprendre un peu cette négociation sur le rôle de 2 acteurs. D'une part, les gilets citoyens en France. Donc c'est un terme qui a été diffusé plutôt à partir du printemps 2019, mais à partir d'une initiative qui avait été prise par un collectif qui n'avait pas encore pris le nom de Gilets citoyens le 23 janvier 2019, avec une lettre ouverte au président de la République qui demandait l'instauration, en réponse à la crise des Gilets jaunes, qui demandait l'instauration d'une assemblée citoyenne et qui prévoyait également aussi l'observatoire des débats que j'ai conduit sur le grand débat national. Et dans les Gilets citoyens, il y avait des figures comme Cyril Dion ou Laurence Tubiana, et les personnes actives, ça a été essentiellement Mathilde Dimer, qui a été membre du comité de gouvernance, et Quentin Sauzet. Voilà, c'est eux qui ont participé à beaucoup de négociations, mais disons, ces négociations ont commencé, tout le monde s'en souvient, par une rencontre de Cyril Dion et Marion Cotillard avec le président Macron en février 2019, et qui, donc avant la décision de Macron d'organiser, donc dans son discours du 25 avril 2019, qui annonçait la Convention citoyenne. Elles ont commencé à partir de février,
et les Gilets citoyens, donc Mathilde Imer, Cyril Dion au début, puis Mathilde Imer et Quentin Sauzet, ont eu un nombre important de rencontres directement avec l'Élysée, en particulier avec la secrétaire générale adjointe de l'Élysée, et à partir de fin avril, avec le cabinet de François de Rugy, qui était ministre de l'écologie, on s'en souvient. Et dans son cabinet, il y avait Léo Cohen, a été ensuite membre du comité de gouvernance également. Ces discussions portaient à la fois sur l'ambition de la Convention, son périmètre, son pilotage et les suites à donner à ces résultats. La lettre ouverte de départ insistant beaucoup sur la question du référendum. Donc c'est ce collectif, c'est ça qui est important à dire et à retenir, c'est finalement c'est ce collectif qui a apporté une expertise en l'absence d'une task force ou d'un groupe de travail mis en place par l'exécutif pour préparer la Convention citoyenne. Pour le grand débat, on se souvient qu'il y avait une mission dans l'administration qui a été mise en place pour organiser le grand débat. Il n'y a rien eu de tel pour après le discours de Macron ou même avant, pour préparer la Convention citoyenne. Et donc, c'est beaucoup finalement sur les épaules des Gilets citoyens qu'a porté l'apport d'une expertise sur ce type de dispositif qu'il réclamait. Le deuxième acteur qui est mis en scène par le discours du président de la République, c'est le Conseil économique et social et environnemental, puisque le discours, là j'ai mis la citation de Macron, dit voilà, 150 citoyens pour constituer ce début de Conseil de la participation citoyenne. Ce sera organisé au CESE actuel avant sa réforme. Donc un lien qui est fait dès le discours du 25 avril avec l'agenda politique de la réforme du CESE. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette négociation politique, on pourra retenir d'autres aspects, mais ce qui a été très important de cette négociation entre l'Élysée, donc le cabinet du président de la République, le cabinet de François de Rugy, la présidence du CESE et les Gilets citoyens, c'est que c'est une négociation qui a mis en jeu des agendas politiques assez différenciés de chacun de ces acteurs et qui explique finalement qu'on a abouti à une composition représentative, si on peut dire, du comité de gouvernance, au sens où il y a eu un partage. 15 membres, 7 membres du Conseil économique et du CESE, et explicitement 4 membres des Gilets citoyens et quelques autres experts, notamment sur les questions climatiques, qui n'étaient pas directement disons, affiliés aux Gilets citoyens, même s'ils en étaient proches. Donc une forme de parité entre CESE et Gilets citoyens, si on veut raisonner simplement, et qui s'est retrouvé jusque dans les négociations sur la coprésidence de la Convention citoyenne, le premier président ayant été choisi, donc Thierry Pech, ayant été choisi par l'Élysée, et les Gilets citoyens ayant beaucoup milité pour qu'il y ait une coprésidence avec Laurence Tubiana, pour qu'il y ait une spécialiste du climat à la présidence. Et donc, c'est important de rappeler ça parce que cette composition est très particulière finalement, donc résulte de négociations politiques dans une conjoncture donnée et a fortement pesé sur la suite du travail du comité. Deuxième point, dans cette négociation politique, c'est également l'autonomie du comité de gouvernance qui a été discutée sur le fond de l'expérience des conférences de citoyens en France et du grand débat national, et avec en arrière-fond aussi l'expérience irlandaise. Dans l'expérience des comités, des conférences de citoyens en France, très clairement, c'est une question qui a toujours été fortement discutée, des rapports entre le commanditaire, c'est-à-dire souvent l'État ou l'exécutif, le comité de pilotage, c'est le nom le nom de comité de gouvernance a été spécifique pour la Convention citoyenne. Dans beaucoup d'autres cas, on parle plutôt de comité de pilotage, et les animateurs. Donc un triptyque, et c'est les rôles respectifs ont fait beaucoup l'objet de discussions, mais notamment dans la première conférence de citoyens sur les OGM en 1998, où l'idée d'un comité qui était commandité par l'Assemblée nationale, et où l'idée d'un comité de pilotage indépendant et pluraliste a prévalu et a été tout à fait acceptée par l'Assemblée nationale, qui n'a joué qu'un rôle de support technique pour la Convention.
et les animateurs ont été choisis ensuite, et ils étaient peu nombreux. L'exemple irlandais donnait aussi un autre point de vue qui est venu beaucoup dans les négociations, puisque Léo Cohen et François de Rugy ont été en Irlande au mois de mars ou d'avril 2019, discuter avec le président de l'Assemblée de l'Assemblée citoyenne irlandaise, pardon, et donc portait cette, excusez-moi, j'ai bougé mon, euh, voilà, je retrouve ma page, discuter avec le président de l'Assemblée citoyenne irlandaise. Et donc, il y avait des idées qui venaient assez directement de cette expérience, notamment sur la répartition des rôles. Donc, il a été question pendant ces négociations de créer une mission d'appui méthodologique plutôt qu'un comité de pilotage pour organiser le débat. Donc, un peu justement sur l'idée de beaucoup de dispositifs anglo-saxons, où il n'y a pas proprement parlé de comité de pilotage, mais plusieurs missions. Dimitri l'a rappelé ce matin en parlant de la Convention irlandaise, et où finalement le rôle des animateurs, le rôle d'organisation est plutôt confié aux animateurs. Et si on regarde la Convention britannique sur le climat qui a eu lieu en même temps, c'est bien ce qui s'est passé, où c'est Involve, le pool d'animateurs, qui a joué, disons, ce rôle d'organisation de l'Assemblée citoyenne, sans qu'il y ait un comité de pilotage à proprement parler. Donc on a cette exception en France, où il est a priori pour l'État tout à fait impossible de penser confier à des structures privées d'animation le rôle de pilotage, et où donc se discute la place d'un comité de pilotage de ces dispositifs participatifs, ce qu'on rencontre moins côté britannique. Et puis, c'est discuté aussi, à partir de l'exemple du grand débat national, le fait de simplement confier l'animation à une mission ministérielle. Ça aurait pu être le cas. Et donc, vous voyez que cette question du rôle a été, et du périmètre d'action du comité de pilotage a été discutée. Et ça conduit dans la lettre du Premier ministre à une définition extrêmement ambiguë de ce rôle, puisqu'on a une lettre du Premier ministre qui n'est pas adressée au comité de gouvernance, mais qui est adressée au président du CESE, et qui dit je souhaite que le CESE organise les travaux de la Convention citoyenne. Donc c'est le CESE qui organise, donc le commanditaire c'est l'exécutif, l'organisation est confiée au CESE. Mais et la lettre continue en disant le CESE l'organisera en mettant en place un comité de gouvernance qui jouira d'une autonomie de décision. Donc vous voyez l'ambiguïté de cette formulation par rapport au dispositif de conférence de citoyens préalable, où le comité où le rôle d'organisation était confié explicitement au comité de pilotage. Il n'y a jamais eu de lettre de mission spécifique pour le comité de gouvernance. La seule lettre de mission existante, c'est celle du Premier ministre au président du CESE. Et l'autonomie de décision de comité de gouvernance est spécifiée, le périmètre de cette autonomie est clairement spécifié dans la lettre du Premier ministre. Je l'ai listé là: assurer le pilotage de la Convention, l'appuyer dans l'élaboration de son programme de travail, en superviser la mise en œuvre, définir son règlement intérieur et ses méthodes de travail. Et les autres choses sont que le collège de garant, l'appui technique et juridique est aussi précisé dans la lettre. Donc le périmètre d'autonomie du comité de gouvernance est clairement désigné dès le départ dans une lettre qui confie l'organisation de la Convention citoyenne au CESE. Je le rappelle, c'était dans le discours du président de la République, en vue de la réforme du CESE, qui est en cours de discussion en ce moment à l'Assemblée et au Sénat. Dans ces discussions, moi j'ai défendu, je ne veux pas commenter ce tableau, mais voilà, mon rôle en back-office a été de défendre certains modèles d'organisation qui venaient de mon expérience des conférences de citoyens. Et vous voyez apparaître des noms ici. On a aussi, les gilets citoyens ont été amenés à proposer des noms pour la présidence du comité de gouvernance. Tous n'ont pas été retenus. Donc je ne commente pas plus ce tableau, mais voilà, moi j'avais un schéma assez clair en tête sur la manière d'organiser un comité de pilotage indépendant et pluraliste. Ce n'est pas du tout là qu'a été le point d'équilibre des négociations.
Deuxième question, celle de la souveraineté de la Convention citoyenne. Donc là, je rentre dans le travail du comité de gouvernance. C'est qu'associé à cette question du rôle du comité de gouvernance se posait cette question de la souveraineté de la Convention. Le terme a été employé au début des réunions du comité. On parlait assez facilement de la souveraineté de l'Assemblée, de la Convention, et notamment les animateurs, quand ils ont rejoint les réunions du comité, ce qui a été assez tardif, seulement à partir de septembre, employaient largement ce terme, ce qui souvent a soulevé un peu des questions parce que ça posait le problème justement du rôle du comité de gouvernance. Si l'Assemblée est souveraine, finalement, le comité de gouvernance n'est plus un comité de gouvernance, mais d'une certaine manière simplement un comité de pilotage. Mais ce n'est pas lui qui peut prendre des décisions à la place ou au nom de la Convention, ce qui est finalement le rôle qu'il a tout à fait endossé par la suite. Le comité de gouvernance s'est positionné dès le départ en considérant qu'il était le strict gardien du mandat défini dans la lettre du Premier ministre au président du CESE, ce qui fait que notamment un certain nombre de sujets qui ont été évoqués dans nos premières discussions, par exemple, c'est la question de l'adaptation au changement climatique, a été considérée comme hors champ, et la mission, la lettre de mission définissant très clairement que le sujet portait sur la réduction des émissions, pas du tout sur les questions d'adaptation. Et de même, et c'est venu un peu dans les discussions de la Convention, ça, sur la question de l'action des collectivités territoriales. La lettre de mission parle de mesures législatives et réglementaires, pas de l'action des collectivités. Donc ces sujets ont été définis comme hors champ par respect du mandat confié dans la lettre du Premier ministre. Et donc le comité de gouvernance a endossé collectivement le fait de s'en tenir à ça, sans ouvrir plus largement, et donc c'est différent de la Convention de l'Assemblée irlandaise pour ça, sans ouvrir plus largement le sujet que celui qui était précisément défini dans cette lettre. La question de la souveraineté, elle est revenue dans le débat en septembre 2019, donc, quand il s'est agi, ce qui était prévu dans la lettre de mission, sur l'exemple irlandais, d'associer 2 citoyens au travail du comité. Et à ce moment-là, moi, j'ai posé la question, qui est le titre de cette intervention: qui gouverne l'Assemblée? J'ai posé explicitement cette question en considérant que, justement, une grande assemblée de 150 personnes, on ne pouvait pas lui retirer, si on la considérait comme souveraine, on ne pouvait pas lui retirer la faculté de se doter de ses propres instances de gouvernance, en l'occurrence, notamment l'élection d'un bureau. Et donc cette idée a été discutée assez brièvement et assez sèchement repoussée. Et à la suite de ça, le terme de souveraineté de l'Assemblée n'a plus été employé. Il était clair que le comité de gouvernance considérait que c'est lui qui gouvernait l'Assemblée, cette Assemblée d'une certaine manière. C'est-à-dire que les décisions d'organisation lui revenaient, même si elles étaient soumises évidemment à la Convention. Mais tous les choix n'étaient pas soumis, et c'était son rôle de faire un certain nombre de choix en fonction pour aboutir à l'objectif fixé par la lettre de mission. Alors j'ai choisi cette épreuve, si on peut dire, parce qu'elle me semble assez importante si on réfléchit à d'autres conventions. Est-ce que elle dénote une ambiguïté très forte qui s'est maintenue tout au long de la Convention entre est-ce que c'est simplement un dispositif participatif, dans ce cas, il n'y aurait pas à se poser la question d'une souveraineté de ce dispositif, ou bien est-ce une assemblée de citoyens chargée d'écrire la loi, et dans ce cas-là, c'est la question de la souveraineté de cette assemblée est bien une question qu'il faut se poser. Michel, tu as fait plus de 20 minutes déjà. Déjà, bon, alors je passe vite. Je dis simplement un autre. Oui, j'ai pas de monde qui tourne là, excusez-moi. Donc sur la place des controverses, c'est simplement pour dire que c'est un sujet qui est venu parce qu'il portait vraiment un double risque, celui d'une dépolitisation avec une approche trop technocratique des questions, ce qu'on n'a pas évité. Les questions sur l'énergie, par exemple, ont été abordées ce matin, on pourrait les voir aussi dans ce sens.
et puis peut-être aussi des problèmes de confiance dans la capacité des citoyens à aborder les controverses. Donc il y a eu, notamment autour de l'IDRI, avec un papier de Sébastien Treyer, le directeur actuel de l'IDRI, sur le blog de l'IDRI, les gilets citoyens aussi ont beaucoup poussé de l'extérieur et de l'intérieur du comité de gouvernance à une approche en termes de controverses, et avec l'idée qu'il fallait du débat contradictoire. Et le comité de gouvernance s'est engagé dans la rédaction de fiches controverses sur les grands thèmes qui avaient été, les 5 grands thèmes qui avaient été arrêtés dès le début, très tôt dans le travail du comité de gouvernance, dès juillet de 2019. Mais c'est un travail où on n'est pas arrivé au bout. C'était compliqué d'aborder ces questions controverses, et c'était compliqué d'aboutir à une forme qui permette d'en faire vraiment une matière de base pour le travail de la Convention. Et donc, ça, c'est un regret que je formule, parce que je pense que ça a quand même finalement pas mal de conséquences sur la manière dont la Convention a travaillé sur cette question majeure des blocages, c'est-à-dire pourquoi finalement les objectifs qui étaient dans la loi, les 30% en 2020 qui étaient déjà dans la loi, pourquoi on n'y est pas arrivé. Il s'agissait de traiter ça comme des controverses et d'organiser du débat contradictoire autour de ça. Ça aurait beaucoup guidé le choix des experts pour organiser un débat contradictoire. C'est une réflexion qui a été entamée mais qui n'a pas abouti. On n'a pas eu le temps de le faire. Et donc, pour d'autres exercices, je pense que c'est important d'y réfléchir. Et la dernière chose, c'est sur la forme du rapport. Je vous ai dit que la lettre de mission précisait extrêmement fortement qu'il s'agissait de mesures législatives et réglementaires, donc c'était très précis, et qu'un appui juridique serait donné pour assurer la transcription juridique des propositions. Donc l'idée était bien d'arriver à quelque chose qui avait la forme de mesures législatives. Et donc se posait la question, et que ce formalisme était décisif pour la transmission sans filtre des mesures. Ce formalisme, moi, il m'a fait craindre un peu une dépossession de l'Assemblée, donc ça a suscité des débats. Et derrière, ça a reposé un peu plus tard, plutôt quand on s'acheminait vers la 7e session, la question de savoir finalement est-ce que c'était simplement un ensemble de mesures législatives ou quelque chose qui prenait la forme d'un projet de loi. Et donc là aussi, les choses n'ont pas été complètement tranchées, mais il faut lire la manière dont ont été organisés les votes, non pas autour des 150 mesures, mais autour d'objectifs, et les votes autour des mesures à mettre au référendum autour de 11 familles d'objectifs. À l'aune de cette question, derrière, il y avait quand même l'objectif d'arriver à quelque chose qui puisse ressembler le plus possible à un projet de loi, et non pas à un ensemble de mesures dans lequel l'exécutif aurait pu piocher à sa guise pour en reprendre une autre ou non. Et finalement, cette idée d'un projet de loi, c'est bien ce qui a été repris dans le suivi. Et bon, c'est décalé aujourd'hui, mais il y aura un projet de loi dit Convention citoyenne. Donc je conclus en m'excusant d'avoir été trop long, pour dire que, voilà, pour moi, c'est très important, à partir de l'expérience de la Convention citoyenne, de réfléchir à la nature politique de la Convention citoyenne. Est-ce que c'est un dispositif participatif innovant, ou est-ce que c'est une nouvelle forme de représentation démocratique? Avec d'autres collègues, on a signé tribune allant dans cette deuxième optique, dire que c'est la première marche vers une nouvelle forme de représentation démocratique reposant sur le tirage au sort et non pas sur le vote. Voilà, donc j'ai un point de vue assez clair là-dessus et public. Mais il me semble que c'est vraiment une question importante, surtout si on voit justement le poids des logiques représentatives classiques qui ont pesé sur le fonctionnement de la Convention citoyenne. Ce serait intéressant de voir comment ça se passe de ce point de vue-là dans les exemples anglo-saxons d'assemblées citoyennes, que ce soit sur les questions de composition du comité de gouvernance que j'ai dit, ou sur, par exemple, l'idée de procédure d'amendement qui a été retenue, qui a été, à mon avis, assez lourde et assez pas très productive. Mais donc, vous voyez, c'est à la fois une question de positionnement normatif, et en même temps de réflexion sur ce qu'induit ce positionnement normatif sur la manière de concevoir à la fois la gouvernance et des procédures de fonctionnement de ces assemblées citoyennes. Et je m'arrête là parce que sur l'idée des citoyens ordinaires capables d'écrire la loi, je sais qu'Hélène Landemort interviendra demain là-dessus. Merci.
La première question est de Robin, qui demande: «Est-ce que l'absence d'existence juridique formelle de la convention a été discutée au sein des négociations politiques entre l'Élysée et les Gilets citoyens?» Alors, à ma connaissance, non, mais j'ai dit, moi, j'étais qu'en back-office, donc j'ai pas participé jamais à ces négociations, mais c'est jamais, c'est dans les retours que j'avais des négociations, c'est pas venu et je ne vois pas d'ailleurs, et c'est une des critiques qu'a porté Arnaud Gossement à la convention, c'est que je ne vois pas du tout quel cadre pouvait être donné, juridique, formel pouvait être donné à cette convention. Il faudrait pour ça une réforme constitutionnelle. 2 questions de Adrien, ce qui demandait comment les décisions étaient prises au sein du COGOV, et pourquoi avoir retardé les votes? Alors les votes de la convention des citoyens. Oui, je Alors pense. ça, je pense, oui aussi. Alors ça, c'est une décision qui a été prise extrêmement tôt par le comité de gouvernance, donc dès ses premières réunions, à l'initiative notamment de Thierry Pêche, qui a fait une note sur ces questions dès juillet, si je me souviens bien, fin juillet 2019, pour dire en tout cas qu'il y aurait un vote formel à la fin. Ce qui n'excluait pas l'idée de vote intermédiaire. Ça a été rediscuté après avec les animateurs et c'est ça pour une part le choix des animateurs de ne pas faire de vote intermédiaire pour éviter, mais ça le comité de gouvernance les a tout à fait suivis là-dessus, pour ne pas risquer de créer des clivages. Souvent, la considération a été faite dans nos discussions que le vote risquait de séparer l'Assemblée, alors qu'on accordait beaucoup d'importance, au contraire, à converger vers le maximum de consensus. Donc, en tout cas, de partage, pas forcément consensus, mais en tout cas de partage de l'ensemble des choses sans cliver des positions dans une assemblée de 150, et notamment quand on travaillait en hémicycle, on s'est aperçu très vite que ce travail en hémicycle faisait apparaître assez facilement. Il y a des phénomènes d'assemblée qui se produisaient et qui risquaient de faire monter des clivages si on procédait à des votes. En tout cas, ça a été le raisonnement fait par le comité de gouvernance et les animateurs. La deuxième question, c'était sur le comment vous preniez des décisions. Peut-être ce sera la dernière question. Comment vous preniez des décisions, au sein du comité de gouvernance? Et j'en ajoute une, c'est quelle a été la place des 2 membres, tirés au sort à chaque fois? Comment ils sont intervenus dans les prises de décision? Alors, bon, je n'ai pas le souvenir qu'on ait jamais vraiment voté. Donc, c'était une logique de consensus apparent au sein du comité de gouvernance. Voilà, c'était ça qui prévalait dans une assemblée où il y a eu des désaccords importants. Et pour une part, donc, une préparation des décisions quand elles étaient conflictuelles par le bureau, en gros, donc les 2 coprésidents et le rapporteur général, qui représentaient un peu le président, l'équilibre, Thierry Pêche, l'équilibre, Laurence Tubiana, le côté plus gilet citoyen, et Julien Blanchet, représentant le CESE. Voilà, donc il y avait un équilibre dans le bureau et la plupart des décisions les plus conflictuelles ont d'abord été discutées et n'ont été présentées au comité de gouvernance qu'après avoir été débroussaillées par le bureau. Mais on sait qu'il y a eu des moments de tension très fortes, notamment en avril, autour de l'idée que des mesures soient transmises au gouvernement dès avril, alors qu'elles n'étaient pas votées, pour alimenter la discussion du gouvernement d'exécutif sur le plan de relance.